jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je suis avec... Il est 8h18, pardon, je suis avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous avez de la chance parce que le chiffre qui est tombé à 7h30 est quand même bon. Alors on va voir qu'il y a sans doute un effet trompe-l'œil, même l'INSEE le dit, 8% de chômage fin 2020. C'est une très bonne surprise, on était à 9,1% fin septembre, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un effet trompe-l'œil, je crois qu'il faut en être conscient, notamment dans le mode de calcul du chômage au sens du BIT. On demande aux gens s'ils étaient prêts à retravailler, s'ils étaient immédiatement disponibles, et donc on a une partie... Parce qu'ils étaient confinés, du coup, ils ne faisaient pas la recherche d'emploi. Voilà, on avait eu le même effet, on se souvient au deuxième trimestre, on avait un taux de chômage de 7%, qui n'était pas représentatif. Mais c'est vrai aussi qu'avec les mesures d'urgence, avec le plan de relance, on a réussi jusqu'à présent à contenir relativement l'impact de la crise sur l'emploi. Vous savez qu'on avait eu une très forte poussée du chômage au printemps et en fin d'année, on a une hausse effectivement du nombre de demandeurs d'emploi qui est de l'ordre de 8%, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu voir par exemple dans la crise de 2008-2009, où on était à 25% d'augmentation du nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité. On était avec un économiste, Philippe Wechter, tout à l'heure dans le journal, qui nous disait qu'effectivement, quand il regardait les chiffres, notamment de l'INSEE la semaine dernière sur les demandeurs d'emploi et les créations d'entreprises, c'était pas si mal. C'est-à-dire que les entreprises continuaient quand même à croire en l'avenir et surtout à ne pas se séparer de leurs salariés trop rapidement. Écoutez, c'est bien l'objectif de tous les dispositifs qu'on met en place, notamment l'activité partielle, qui a protégé près de 9 millions de salariés au printemps et encore plus de 3 millions au mois de novembre. Du coup, est-ce qu'il faut la débrancher là ? Vous aviez dit qu'on la débrancherait fin février, compte tenu de ce bon chiffre. Est-ce que vous dites ce matin, on va faire ce qu'on a prévu, c'est-à-dire on va arrêter le 100% pour les secteurs les plus fragiles et pour les autres secteurs, c'est plus 85%, mais 60%. Non, on va prolonger, je vous le dis ce matin, au mois de mars, les taux actuels d'activité partielle. Donc effectivement, aucun reste à charge pour les secteurs qui sont les plus frappés par la crise. Et on maintient ce taux de 15% sur le mois de mars pour faire répondre aussi à l'incertitude qu'on a sur la situation sanitaire et donc les difficultés que ça peut créer dans certains secteurs. Donc on va maintenir ces taux au mois de mars, mais moi je le redis à toutes les entreprises, signer des accords d'activité partielle de longue durée. Vous savez que ces accords, ils peuvent durer jusqu'à 2 ans et ils permettent de garantir à l'entreprise de la visibilité ainsi qu'à ses salariés avec effectivement un taux très protecteur d'activité partielle. Ça, c'est l'autre mécanisme. Il y a celui de chômage partiel, j'ai envie de dire au jour le jour, et puis celui à longue durée. Est-ce que vous avez les chiffres là de cette mise en chômage partiel de longue durée? Combien d'entreprises l'ont utilisé? Alors on a plus de 7000 entreprises qui se sont emparées de ce dispositif, qui protège aujourd'hui plus de 530 000 salariés. Donc un demi-million de salariés qui sont dans le mécanisme. Sont dans un dispositif qui leur donne de la visibilité, je vous dis, jusqu'à 2 ans. Puis ce qui est important aussi, c'est que pendant le temps où les salariés ne travaillent pas, ils peuvent se former. Vous savez qu'on prend en charge... Ça marche moins bien, ça, pour le coup. La formation pour les salariés en chômage de longue durée, les entreprises n'ont pas eu le temps de s'organiser. Alors les entreprises, elles ont d'abord protégé les emplois, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui a certainement un impact sur les chiffres du chômage. Il faut aussi qu'elles se saisissent de l'autre volet de cette activité partielle de longue durée, qui est de former les salariés pour que les entreprises, les salariés aient pu prendre en compte dans leurs compétences tous les enjeux de la transition écologique, de la transition numérique et que les entreprises soient plus fortes en sortie de crise. Il y a aussi un autre mécanisme qui devait permettre aux salariés des secteurs extrêmement sinistrés à long terme, je pense au transport, je pense au tourisme, à se reconvertir, mais dans le cadre de bassins d'emploi assez déterminés, mécanisme de convention collective. Ouais. Absolument. Ça marche ou pas, ça ? Alors, ce dispositif, on vient de le mettre en place. Ça permet effectivement à des salariés dont l'emploi est menacé de se former pour rebondir dans d'autres secteurs. Vous savez que l'État prend en charge jusqu'à 100% de la rémunération et de la formation du salarié. Mais ça, il faut que les entreprises qui doivent se séparer malheureusement de leurs salariés soient partie prenante. Il faut que les entreprises anticipent et donc on va les accompagner. Et l'objectif, c'est bien de permettre aux salariés dont l'emploi est menacé de pouvoir retrouver un emploi à proximité, dans le même bassin d'emploi, en ayant les compétences qui sont nécessaires pour ces nouveaux emplois. Moi, je visiterai prochainement des entreprises qui permettent notamment
il s'agit de femmes en l'occurrence, qui étaient caissières ou qui étaient dans le nettoyage, de se former sur des métiers notamment d'aide-soignante. Et c'est effectivement des métiers dont on a énormément besoin. Et ce mécanisme, il a cet objectif, permettre à des salariés, quand leur emploi est menacé, que ça ne soit pas une catastrophe, mais au contraire de rebondir vers d'autres secteurs. Il faut combien de temps, quand on est effectivement caissière, de devenir aide-soignante avec ce type de mécanisme? Les formations, elles vont durer 18 mois. Ah oui. C'est vraiment un accompagnement important en fait. pour les salariés en question. Compte tenu de tout ça, des chiffres plutôt positifs quand même qu'on a eu aujourd'hui, 8% de chômage à fin 2020, vous pensez qu'on pourra contenir en 2021 la progression du chômage? Est-ce que l'ensemble des mécanismes qu'on vient de décrire vous permettent d'espérer qu'on ne franchisse pas les 10% par exemple? C'est bien notre objectif, c'est pour ça qu'on déploie tous ces outils, l'activité partielle de longue durée, le mécanisme qu'on a élaboré avec les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales, transition collective. C'est aussi pour ça qu'on a un plan jeune, parce qu'on est aussi très attentif à l'augmentation du chômage des jeunes. Et là aussi, je le dis parce que je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes et chez leurs parents. On a permis, grâce notamment aux aides à l'embauche, d'avoir près d'1,2 million de jeunes recrutés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI entre août et décembre 2020. Par rapport à l'an dernier, c'est autant, quasiment autant qu'en 2018 et en 2019. Donc ça, c'est aussi l'effet des aides à l'embauche, l'aide de 4 000 € pour les entreprises qui engagent effectivement un jeune en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, les aides à l'alternance, à l'apprentissage, au contrat de professionnalisation de 5 000 à 8 000 €. Vous savez qu'on a battu tous les records sur l'apprentissage avec plus de 500 000 apprentis au cours de l'année 2020. Donc c'est 140 000 de plus que ce qu'on avait eu au cours de l'année 2019, qui était une année record. Donc je pense que c'est important que les Français sachent, que les jeunes sachent qu'on fera tout pour limiter l'augmentation du chômage, pour trouver une solution à chaque jeune. C'est tout l'objet du plan Un jeune, une solution. Votre position dans le débat qui agite un peu la majorité sur le fait, est-ce qu'il faut ou pas mettre des mécanismes supplémentaires de soutien justement aux jeunes, des revenus minimums, d'inclusion dans le RSA? Alors vous savez, moi je pense que vraiment ce qu'on doit aux jeunes, c'est d'abord de les accompagner vers l'emploi. C'est tout le sens du plan Un jeune, une solution. C'est des aides à l'embauche pour effectivement que les entreprises embauche des jeunes. Plus qu'un revenu minimum. C'est de la formation et c'est aussi, pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, un accompagnement avec une rémunération pouvant aller jusqu'à 500 € si le jeune en a besoin. Mais la philosophie, c'est vraiment de dire qu'on doit non seulement aider le jeune dans l'immédiat, lui donner une aide financière, mais qu'on doit surtout l'accompagner pour qu'il puisse trouver un emploi, se former, trouver un emploi et donc gagner son autonomie de façon durable. Le télétravail, c'est un sujet qui nous passionne ici parce qu'on a entendu les injonctions du gouvernement, notamment du Premier ministre il y a une dizaine de jours, sur le fait que le télétravail, c'est pas une option. Quand ça peut être réalisé, ça doit l'être. Mais vous le savez, les chiffres ont baissé, on va pardonner les chiffres, mais on est passé de 70 à 64% de télétravail effectif, alors que ça devrait être possible. Est-ce que vous arrivez un peu, vous avez revu les partenaires sociaux hier soir, à convaincre les entreprises d'aller jusqu'au bout du télétravail quand c'est possible? On a l'impression qu'elles en ont assez, les entreprises, et qu'elles veulent que leurs salariés soient sur site. Alors, moi, j'ai pas de doute que rester en télétravail, c'est un effort important qu'on demande aux entreprises et aux salariés. Quand on est en télétravail depuis plusieurs mois, on a envie de retourner au bureau. Mais je pense qu'il faut aussi que chacun ait en tête que c'est aussi un outil, une arme pour lutter contre la diffusion du virus. Donc, si on veut éviter un confinement, et je pense que chacun souhaite l'éviter, il faut pousser au maximum le télétravail. Donc, moi, j'invite les entreprises à se saisir, et les salariés, à se saisir à nouveau de cet outil. Toutes celles dont les salariés qui peuvent facilement télétravailler ne télétravaillent pas, il faut que ces salariés se mettent ou se remettent. Vous les invitez ou vous les menacez ? Eh bien, écoutez, d'abord, on les accompagne. C'est ce que fait l'inspection du travail. Moi, je me suis rendu dans une PME la semaine dernière qui était à 20% en télétravail. Avec l'accompagnement de l'inspection du travail, elle est passée à 70% en télétravail. Donc, d'abord, on les accompagne. Mais j'ai aussi demandé au service du ministère du Travail que dans chaque contrôle, on regarde ce qui se passe sur le télétravail et donc, effectivement, d'être très présente pour accompagner, mais aussi pour contrôler, le cas échéant, pour sanctionner les entreprises qui ne mettent pas en œuvre le protocole qui dit bien que la règle, c'est tout ce qui peut être fait en télétravail doit être fait en télétravail. Vous donnerez les noms de ceux qui ne jouent pas le jeu ? Écoutez, je pourrais aller jusque-là. Je sais que, par exemple, dans le domaine de la banque ou de l'assurance, globalement, les entreprises
on sait qu'elles peuvent télétravailler, en tout cas qu'il y a beaucoup de salariés qui peuvent télétravailler facilement. Moi, je constate qu'il y a des écarts importants. Certaines banques sont à 80%, d'autres étaient à 60%. Donc, on les invite à se remettre sur les meilleurs standards de leur secteur. Les noms sont presque là. Dernière question sur les chômeurs en fin de droit. On a prorogé au fur et à mesure leurs droits, compte tenu du contexte. Est-ce que vous allez continuer à le faire ou est-ce que vous allez à un moment donné arrêter ? Alors, on va prolonger les droits des chômeurs qui arrivent en fin de droit jusqu'à fin février, et ensuite on avisera en fonction de la situation. On sera aussi accompagné, vous savez, on l'a fait pour les travailleurs précaires dont l'aide exceptionnelle de 900 € est prolongée jusqu'au mois de mai. Donc pour les demandeurs d'emploi, c'est jusqu'à fin février, mais on avisera en fonction de la situation du marché du travail. Et la réforme de l'assurance chômage ? Écoutez, je réunirai dans les prochaines semaines les partenaires sociaux pour leur présenter notre proposition de réforme, et y compris le calendrier de mise en œuvre de cette réforme.